À 2h47 du matin, le 13 octobre 2025, haut dans le ciel au-dessus de l'oblast de Bryansk en Russie, quatre missiles Neptune de 900 livres déchirent l'obscurité à 560 miles par heure. Ils rasent le terrain à une altitude de 165 à 200 pieds, suivant un trajet préprogrammé pour rester sous le radar russe verrouillé sur l'usine électro de Till. Mais cette frappe de précision n'était pas la partie la plus difficile. Le véritable génie résidait dans le piège de renseignement de 4 mois qui a conduit à ce moment précis. Leur cible, l'usine Elektrodetto, est le cœur de la machine de guerre high-tech de la Russie. Chaque drone Chimera, chaque missile Cage 59 commence avec des composants fabriqués ici. La Russie la qualifiait de forteresse impénétrable. Située à plus de 150 miles de la frontière, ils laissaient les lumières de l'usine allumées toute la nuit. Si confiants dans leur défense multicouche, ils avaient pratiquement peint une cible sur le toit. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était une faille fatale, un corridor fantôme, une étroite vallée fluviale où la courbure de la Terre créait un angle mort dans leur réseau de radar à 1 milliard de dollars. Et l'Ukraine observait. Mais atteindre la cible n'est que la moitié du problème. Dès l'instant où les missiles sont lancés, ils déclenchent un compte à rebours silencieux de 15 minutes. C'est le temps exact dont dispose un escadron de Su-35 russes pour décoller et transformer le site de lancement ukrainien en un cratère fumant. La vraie question n'est donc pas comment frapper une cible impossible, mais comment porter le coup décisif et échapper au contre-coup que l'on sait déjà en route. À 2h29 près de Tchernobyl, la nuit est déchirée par deux séries de doubles détonations. Depuis deux lanceurs mobiles, quatre missiles Neptune jaillissent dans le ciel. Mais ce n'est pas un lancement lent un par un. Les missiles sont tirés en une salve rapide de 4 secondes. Voici la prouesse technique qui rend cela possible. Les conteneurs de lancement sont thermiquement isolés. C'est une ingénierie simple mais révolutionnaire qui signifie que l'équipage n'a pas à attendre que le système refroidisse entre les tirs. Ils peuvent décharger toute leur cargaison et commencer à replier pour disparaître en moins de 5 minutes. Un avantage crucial lorsqu'on sait qu'une contre-attaque arrive. Dès qu'ils sont dégagés, les missiles descendent à seulement 200 pieds rasant le terrain pour devenir des fantômes électroniques. Au même moment, à 30 miles de là, la deuxième partie du plan entre en action. 15 drones Banshee sont lancés depuis l'arrière d'un simple camion. La stratégie est une feinte classique, une combinaison de deux coups conçus pour submerger les sens de l'ennemi. Les Banshees sont le jab bruyant évident, conçu pour attirer toute l'attention. Ils grimpent à 2000 pieds, activant des transpondeurs programmés pour hurler « Escadron d'attaque F-16 » sur n'importe quel écran radar russe. Ce sont des appâts purement et simplement pratiquement suppliants d'être abattus. Et pendant que les défenses aériennes russes s'occupent de cette menace bruyante et criarde de le véritable coup de poing, les quatre missiles Neptune volent bas et silencieux sous le chaos totalement invisible. L'opération entière repose désormais sur un moment critique de décision humaine. L'opérateur dans le bunker de commandement russe mordra-t-il à l'hameçon? À 2h34, dans un bunker de commandement près de Bryansk, l'écran d'un opérateur s'illumine d'une constellation d'icônes rouges. 15 contacts hostiles se déplaçant rapidement, apparaissant sur ses scopes, exactement là où ils ne devraient pas être. La signature semble terrifiante et familière à un escadron d'attaque F-16. La panique cède la place à la procédure. L'ordre est donné engagé. Et le ciel s'embrase. Le Panzer S-1 gardien de première ligne de la Russie déchaîne l'enfer. 10 missiles déchirent le ciel et en moins de 4 minutes, 10 Banshee se désintègrent en boules de feu tombant de 2000 pieds comme des feuilles en flammes. L'équipage russe est probablement en train de se taper dans les mains. Ils viennent de repousser une attaque aérienne majeure de style OTAN. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mais voici la beauté brutale des calculs de cet échange qu'ils n'ont pas encore réalisé. Ils viennent de tirer 10 de leurs missiles SAM à plusieurs millions de dollars pour détruire 10 drones coûtant environ 15 000 dollars chacun. C'est comme payer 1000 dollars pour écraser un moustique à 10 dollars. L'Ukraine a échangé du ferraillage contre de l'or et la Russie a volontiers payé le prix. Cependant, le vrai problème survient ensuite. Convaincus qu'ils subissent une attaque massive, les Russes ne s'arrêtent pas à abattre des drones. Ils passent à la vitesse supérieure depuis une base aérienne à Bryansk. Un vol de chasseurs Su-35, les chasseurs de supériorité aérienne les plus meurtriers de la Russie, décolle dans le ciel. Leur mission, trouver la source de cette attaque et la rayer de la surface de la Terre.
L'élément de surprise a disparu. Le ciel était maintenant rempli d'ondes radars russes et deux Su-35 volant à 1200 miles par heure foncent vers la dernière position connue du site de lancement ukrainien. La fenêtre de 5 minutes de l'équipage Neptune pour s'échapper vient de se réduire considérablement. À 2h23, les 4 missiles Neptune désormais profondément dans l'espace aérien russe exécutent leur coup de maître. Ils émettent un signal radar de faible puissance conçu pour se fondre dans l'affichage du Nebo-M comme un encombrement naturel inoffensif, comme un vol d'oiseau. C'est une ruse furtive, pas de se cacher, mais de se fondre. Simultanément au sol, les équipages de lancement ukrainiens mènent leur propre bataille désespérée contre la montre. Ce n'est pas une évasion hollywoodienne avec des pneus qui crissent. C'est un exercice discipliné à haute vitesse. En moins de 5 minutes après le tir, les lanceurs lourds ont retiré leur camouflage, rejoint une route goudronnée et sont désormais indiscernables des autres camions commerciaux roulant dans la nuit en direction de la sécurité d'un bunker souterrain. Et pour sceller l'affaire, pour claquer la porte aux Su-35 à leur trousse, un système de leurre s'active au fond d'une forêt à proximité. Il génère une signature thermique massive et unmistakable d'une batterie de missiles fraîchement tirés, un phare lumineux qui crie « Je suis ici » au jet russe entrant. Le piège fonctionne parfaitement. Les pilotes russes avides d'une victoire repèrent la signature thermique et virent brutalement vers le leur. Sur l'écran radar Nebo-M, l'opérateur voit un nuage de pluie inoffensif dérivant vers l'usine électrolytile. Le plan semble parfait, sauf qu'un tour aussi propre semble trop propre. Le commandant russe, flairant un piège, prend une décision qui change toute la donne. Il ordonne à son radar au sol d'ignorer l'évaluation automatique des menaces et de commencer un balayage manuel complet à pleine puissance de ce secteur. Puis il déploie sa véritable carte maîtresse, un Beriev A-50 AWACS décolle. C'est un poste de commandement volant avec un radar assez puissant pour regarder vers le bas, éliminant complètement l'avantage des missiles Neptune qui rasent le terrain. Ils ont trompé les yeux au sol, mais maintenant, ils doivent faire face à un œil dans le ciel. À 2h45, l'assaut électronique du Kazuka 4 porte enfin un coup. Il ne se contente pas de brouiller un des signaux GPS des Neptunes, il lui ment activement, convainquant l'ordinateur de bord du missile qu'il est à 1,5 miles hors de sa trajectoire. Le missile essayant de corriger une erreur fantôme dévie du corridor fantôme. C'est une petite erreur, mais à ces vitesses et face à ce niveau de défense, une petite erreur est fatale. Cette seule déviation suffit. Haut dans le ciel, l'opérateur à l'intérieur de l'A-50 voit ce qu'il cherchait d'un point anormal qui ne bouge pas comme un nuage. C'est la confirmation dont ils avaient besoin. La réponse est instantanée et écrasante. Deux S-400 des monstres de 4000 livres jaillissent de leur lanceur accélérant à Mach 5. Ils ne cherchent pas seulement à intercepter le missile rebelle. Ils tracent une ligne jusqu'à son origine. Au même moment, les deux pilotes de Su-35 réalisant qu'ils poursuivaient un fantôme reçoivent de nouvelles coordonnées de l'A-50. Ils abandonnent la poursuite du leur et foncent vers la véritable zone de recherche maintenant, à seulement 10 miles de la position de tir initiale de l'équipage ukrainien. Soudain, toute l'opération est au bord de l'échec catastrophique. L'attaque des missiles est sur le point d'être stoppée. Pire encore, l'équipage de lancement est sur le point d'être acculé et anéanti. Le sort de la mission et la vie des soldats au sol dépendent désormais entièrement des 3 missiles restants et d'un pari désespéré planifié à l'avance pour ce moment précis. À 2h47, c'est le moment de crise totale que les planificateurs ukrainiens avaient anticipé. Un ennemi désespéré est un ennemi prévisible. Et ils avaient gardé leur atout pour exactement ce moment. Alors que le Kazuka 4 célèbre son coup, les 3 missiles Neptune restants font quelque chose de remarquable, ils cessent simplement d'écouter. Les ingénieurs les avaient construits avec une compréhension fataliste de la guerre russe, ne jamais faire confiance au GPS. Avec une seule commande, les missiles passent à un système de navigation inertielle pure. C'est l'équivalent numérique de bander les yeux d'un homme qui a déjà mémorisé chaque pas dans une pièce totalement obscure. Les missiles n'avaient plus besoin de voir, ils devaient juste ressentir. Faisant confiance à leur gyroscope et accéléromètre interne, ils filtrent les mensonges électroniques du Kazuka et se verrouillent à nouveau sur leur trajectoire mortelle initiale. Mais ignorer le problème ne suffisait pas. Il fallait l'éliminer. Et c'est là que le véritable fantôme dans la machine se révèle. À 40 miles de là, une équipe des forces spéciales ukrainiennes cachée pendant des jours attendait ce signal précis.
Ils lancent un Switchblade 600, un drone kamikaze de 50 livres, un chasseur furtif naviguant dans la nuit pour une mission à sens unique. Ils n'étaient pas dirigés vers les missiles ou les jets, mais directement vers le cœur de la défense électronique russe. Septième paragraphe. Alors que les S-400 foncent vers un missile qui n'est plus là, le Switchblade s'écrase directement dans le réseau d'émetteurs principal du Kasuga-4. Un système de guerre électronique valant plusieurs millions de dollars le cerveau de tout le réseau défensif est instantanément lobotomisé par un drone qui tient dans un sac à dos. Le champ de brouillage qui dominait le ciel quelques instants auparavant disparaît simplement. Sans le Kasuga, les pilotes russes des Su-35 volent à moitié aveugles, dépendant de leur propre capteur. Et la chose la plus visible sur leurs écrans reste le leurre thermique enflammé dans la forêt. Ils virent brutalement, déchargeant leurs charges utiles sur un morceau de bois en feu, convaincus qu'ils vengent l'attaque. Lorsqu'ils réalisent leur erreur, il est trop tard. Les véritables lanceurs ukrainiens, ayant profité du chaos, roulent en sécurité dans un bunker souterrain renforcé. Le système de guerre électronique est mort. Les missiles de défense aérienne ont été gaspillés sur un fantôme. Les chasseurs ont été attirés à décharger leurs missiles sur un leurre enflammé. L'équipage ukrainien est en sécurité et 3 missiles Neptune désormais sans opposition se rapprochent des dernières miles de leur cible. À 2h49, chaque missile armé d'une ogive de 330 livres chasse activement se verrouillant sur les coordonnées précises du GS-344 qui marquent le cœur de l'usine. Le premier impact est un coup de marteau chirurgical. L'ogive perce 3 pieds de béton armé, comme s'il s'agissait de plaques au plâtre, ses pointes durcies, brisant tout sur leur passage. Elle frappe exactement à 15 pieds du four principal utilisé pour fabriquer les composants des drones Chimera. Les deuxième et troisième missiles suivent en quelques millisecondes un combo dévastateur 1, 2, 3 qui déchire le cœur de l'usine. Le sol tremble sur des miles à la ronde sous l'effet de la commotion. Analysons maintenant cette explosion, car ce n'était pas seulement de la force brute. C'était un chef-d'œuvre de physique appliquée. La clé était de la fusée. Chaque ogive était équipée d'une fusée réglée sur un délai précis de 0,8 secondes. Pourquoi? Parce que l'objectif n'était pas d'abattre un mur, mais de détruire ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce délai de 0,8 secondes était le temps exact nécessaire pour que le missile traverse le béton et explose à l'intérieur de la salle de production principale où se trouvaient les équipements les plus sensibles et précieux. Au lieu de se dissiper dans l'air libre, l'onde de choc était piégée. L'immense énergie n'ayant nulle part où aller devenait une boule de démolition dans un magasin de porcelaine. Elle rebondissait sur les murs intérieurs, multipliant sa propre force destructrice, transformant tout le bâtiment en une cocotte minute de shrapnel et de suppression. L'onde de choc ne se contentait pas de déchiqueter l'acier. Elle annihilait les lignes de production critiques à l'intérieur. La chaîne d'assemblage des composants de missiles Kh-59 s'effondrait. Et le four à drone Chimera d'une valeur de 20 millions de dollars, le joyau de l'usine, était instantanément réduit à un tas de scories fondues méconnaissables. Au sol, le chaos éclate, mais c'est un chaos organisé. Les unités Spetsnaz et FSB russes envahissent le périmètre de leurs fusils pointés vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Ils imposent une quarantaine de l'échec, essayant désespérément de cacher l'ampleur du désastre au monde. L'odeur âcre de l'électronique brûlée emplit l'air, tandis que les sirènes hurlent, leur son étouffé par le rugissement de l'incendie. Les pompiers ne peuvent rien faire d'autre que regarder brûler. Les dégâts sont absolus. Plus de 200 composants électroniques irremplaçables des connecteurs pour les missiles Kh-59 aux processeurs de guidage pour les drones Chimera sont désormais réduits à de la ferraille vaporisée. Dans les semaines qui suivent, le véritable génie de l'attaque devient évident. Il ne s'agissait pas seulement de faire exploser un bâtiment. Il s'agissait de sectionner une artère. L'usine électro de Tal était la clé de voûte, l'unique installation qui produisait le système nerveux central pour plus de 1500 autres sous-traitants de la défense russe. Le premier domino à tomber fut Électrodetil elle-même. Le second fut la chaîne d'approvisionnement qu'elle alimentait. Le troisième fut la ligne d'assemblage des drones Chimera qui s'arrêta net. Des centaines de carcasses de drones restaient inutilisées dans des entrepôts rendus inutiles par l'absence d'une seule puce spécialisée. Le quatrième domino fut la ligne de production des Kh-59, désormais paralysée pour au moins 6 mois. Cependant, l'impact le plus dévastateur n'était pas physique mais psychologique.
La frappe a brisé le mythe de la supériorité de la défense aérienne russe. Dans les bunkers de commandement à travers le front, la paranoïa commença à se répandre. Soudain, chaque nuage de pluie sur un écran radar devenait une menace potentielle. Les commandants retardaient leurs décisions. Les réunions devenaient plus courtes, et dans cette fenêtre d'hésitation, l'Ukraine pressait son avantage sur 3 autres fronts. Examinons les calculs finaux. 3 missiles Neptune et une poignée de drones bon marché, une opération coûtant une fraction du prix d'un seul chasseur. Le retour sur investissement, une usine de plusieurs millions de dollars, réduite en poussière une chaîne d'approvisionnement nationale paralysée, et la confiance stratégique de toute une armée brisée. Ainsi, avec 3 missiles et un plan brillant et audacieux, l'Ukraine a prouvé une vérité fondamentale de la guerre moderne. Ce n'est pas le camp avec les armes les plus chères qui gagne, mais celui qui les utilise avec l'ingéniosité la plus terrifiante. Si vous pensez que ce niveau de brillance stratégique mérite d'être vu, cliquez sur le bouton «J'aime» et partagez cette vidéo pour faire connaître l'histoire. Et dites-moi dans les commentaires si vous étiez le commandant ukrainien, quelle cible viseriez-vous ensuite? Un dépôt de carburant majeur ou un bunker de commandement de haut niveau? Je lis toutes les meilleures réponses. Toutes les meilleures réponses. Toutes les meilleures